Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. C'est une radio, ça, une vraie. C'est pas de ces radios commerciales qui nous gonflent à longueur de semaines, de mois, d'années, de décennies, de siècles. Oh, tu n'en écoutes aucune, quelques mots. C'est Radio Libertaire. Si j'en écoute une américaine qui s'appelle Adagio, qui passe de la musique classique non-stop, 24 heures sur 24, sans une parole. Il y a Radio Classique, mais alors qu'est-ce qu'ils peuvent gaver cela comme France Musique d'ailleurs. C'est presque, non, pire que France Musique, c'est pas possible. Mais enfin bon. Voilà, c'est à Racaille, la 225e, j'aime bien les chiffres comme ça. 5, les 2, 7 et le 9 à 9, c'est quand même pas terrible. Enfin bon. À Racaille, une émission consacrée, comme vous le savez, à l'art, avec un petit minuscule ou une capitale, je sais pas trop, avec notre camarade Piquet-Cou à la régie. Bonjour tout le monde. Notre camarade du Sarnoir, Jean, à ma gauche. Salut à tous. Et ma pomme, pour une émission qui s'intitule, enfin c'est notre Jean, toujours le même, hein, qui s'occupe de tout. Bon, bref, il est un peu impérialiste. C'est totalement faux. Eh oui, non, oui, c'est ça, oui. Donc, Jean a décrété que ça s'appellerait Sur le motif. Non, c'est pas un motif militaire, hein, parce que vous savez qu'à l'armée, on peut se choper un motif. Et là, ça veut dire la tôle. Et après une réunion au plus haut sommet, le thème a été accepté. Ouais, tout à fait. Bon, pour une émission consacrée donc au motif, et aussi pour vous causer dans le poste de l'artiste dans la société, comme vous le savez, ou vous devriez le savoir, sauf si vous êtes un nouvel auditeur, qui prenez seulement aujourd'hui le train en route, l'artiste dans la société y est pas. Il est en dehors de celle-ci, oh oui. L'artiste et l'engagement politique en toc, j'ajoute toc parce que la politique c'est toc, eh bien là non plus, il n'est pas franchement engagé, sauf que il marche un petit peu dans le sens du vent. Quand c'est la droite, il est de droite, quand c'est la gauche, il est de gauche. Voilà, ça c'est l'artiste dans toute sa splendeur. L'artiste et la religion, par contre là, il y a une certaine constante. Il est assez, voilà, il va prier, il va même à Lourdes. On a entendu dire que des artistes vont à Lourdes pour, ils vont chercher une certaine guérison. Voilà, et puis surtout pour essayer d'avoir un peu plus de talent ou gagner un peu plus de thunes. Ah, c'est dégueulasse. Non, vous savez qu'il y a énormément de guérisons à Lourdes. Moi, je croyais qu'il y avait des miracles, il y en a très peu, parce que l'Église en reconnaît très peu, il y en a vraiment très très peu. Mais des guérisons, il y en a plusieurs milliers. C'est ça qui est extraordinaire. Je ne savais pas du tout. Et tu connais, par exemple, des aquarellistes qui ne travailleraient qu'à l'eau de Lourdes ou... Je suis sûr que ça existe. Il doit y en avoir dans ta résidence, non? Oh, sûrement. Oh là oui. Et l'artiste et la science, eh bien, d'après notre correspondant en Finlande, l'illustre Juju, que grands scientifiques s'intéressent à l'art, mais les artistes qui s'intéressent à la science, j'ai l'impression de radoter depuis le temps, il y en a Non, Non. L'artiste à ne l'autorité... change rien, surtout. L'artiste, merci Juju, hein. J'espère que ça va bien, t'es retourné là dans les glaces du Nord, t'as quitté ta petite chambre douillette de la rue Siegfried. Oui, qu'est-ce qui se passe? Non, Jean, il fait des signes, alors... Non, tu sais qu'ils sont en train de réparer la porte. Ouais, c'est ce qui explique peut-être qu'on va entendre des coups de marteau ou de la perceuse. Voilà. L'artiste et l'autorité, vous savez ce qu'on lui dit à l'autorité dans cette émission? Eh bien, on l'emmerde! Voilà, c'est dit. Et une petite citation de Paul Cézanne, de notre polo national, puisque il y a un grand texte, un extrait que Jean a piqué, enfin bref, il va vous expliquer tout ça. Enfin, ça parle de Cézanne. Alors, une citation de Popol. Écoutez bien. Celui qui n'a pas le goût de l'absolu se contente d'une médiocrité tranquille. Signé Paul Cézanne. Voilà, le fou d'Aix.
Voilà un morceau qui s'appelle Rustem par le groupe Taraf de Haïdouk. Haïdouk, le nom du groupe, ça veut dire bande de brigands. C'est un des groupes les plus connus de Roumanie. Voilà, parce que vous devinerez peut-être, je vais vous causer des Roms pour la... Mais... Oui. Et Aurélie Filippetti, alors? Non, mais là, il n'y avait pas assez de matière. Non, je vais vous parler des Roms, ça va pas franchement nous reposer, mais bon, c'est un autre univers. Je voulais vous parler des Roms, oui... à propos de c'est le moment de la minitude de luminance de Momo la science. Les Roms, on en fait tout un pataquès là. Ils sont 20 000 en France, vous voyez. Et pourtant, il y a 80% des Français qui ne les supportent pas. Je ne sais pas si vous voyez, c'est 0,03% de la population française. Et alors, je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi on nous parle toujours de 80% de Français et plus qui ne supportent pas les Roms, donc qui soutiennent la politique fasciste de celui de l'intérieur, du sinistre de l'intérieur, comme on dirait au Canard enchaîné. Voilà. Pourquoi on fait jamais de sondage pour savoir combien... j'ai habité dans un village en Provence, un petit village introduit du cul du monde. Il y avait un arabe dans le village, pas un arabe, enfin quelqu'un d'Afrique du Nord qui était journalier chez un paysan, un gros paysan de ce village, qui lui avait généreusement alloué un taudis pour pouvoir dormir, faire sa popote et tout ça. Mais un vrai taudis, je peux vous le garantir. Et pourtant, 25% des électeurs de ce village votaient Front National. On se demande pourquoi. Parce que le seul arabe qu'il y avait dans le village, il travaillait toute l'année pour un paysan du village. Bon! Et là, on nous fait des salades avec cette histoire de majorité de Français, de majorité écrasante de franchouillards, qui supportent pas les Roms. Alors, qu'on m'explique, 20 000 Roms, si vous voulez, quels endroits du territoire, à quels endroits du territoire peuvent-ils gêner 80% de Français? Non mais il y a davantage où ils sont pas que où ils sont, si tu veux. Oui, non mais ça aussi c'est vieux. Les 80% de Français ne sont pas où il y a les Roms. Voilà. Et jamais on va nous faire... c'est trop compliqué peut-être pour les auditeurs moyens, des télévisions, des téléspectateurs, etc., de leur essayer de leur faire une petite règle de 3 pour voir qui ça gêne vraiment, pour voir dans quelle proportion les Roms sont si gênants. Voilà, 20 000. Écoutez, 20 000 sur plus de 60 millions. Qu'est-ce que c'est? Là, il y a un mystère profond. Il y a 6 millions en gros... Je viens en très gros, mais je ne sais même pas si c'est vrai, ces statistiques, parce que faut vraiment se méfier de tout. 6 millions de gens qui sont descendants ou primo-arrivants du Maghreb. Voilà, alors là, 6 millions, ça pourrait, et puis en plus qui sont musulmans, pour la plupart, ça peut expliquer des tensions à propos de ce pourcentage de gens, mais qui sont pour la plupart d'ailleurs maintenant des Français, hein, mais bon, les franchouillards, à partir du moment où vous êtes un peu basané, vous êtes forcément un étranger, quoi. De toute façon, c'est un petit peu la mentalité. Ça ne veut pas dire qu'on soit forcément plus raciste que d'autres, mais enfin bon, il y a quand même une gêne. Mais 20 000 Roumains qu'on veut reconduire aux frontières, qui peuvent pas soi-disant s'intégrer, mais c'est où on est là. C'est-à-dire que, comme me faisait remarquer notre camarade Pétchekouch à la régie, qui est une gaucho, mais alors je vous dis pas, à côté, moi je suis un UMP bon teint, hein. On n'est pas sur une radio anarchiste. Si. Non, mais vous comprendrez la dérision de tout ce que je raconte. Enfin bon, mais non, qui me disait, mais évidemment que c'est pour masquer tout ce qui fonctionne pas en ce moment dans ce biopays, quoi. Le matraquage des impôts pour les classes moyennes, mais pas seulement pour les classes moyennes, mais pour les classes aussi plus modestes. Hein. Ça a été l'impôt, le niveau a été relevé d'une manière assez sensible.
Et puis toutes les pétarades habituelles, quoi. Vous voyez, je parlais de Filippetti avec ses amours du fric et de l'extrême droite, etc. Mais notre président Pépère, là, est pas mieux, hein, parce que ses potes, c'est Arnaud, c'est bon. Quelle différence avec Sarkozy qui va revenir à la prochaine législature. Il est bien parti pour. Hein, il y en a absolument aucune, à part que un. Le prénom, non? Le prénom, oui, c'est ça. Mais bon, voilà. Alors. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, nos auditeurs, soyez les propagandistes des Roms en France. Vous faites des pétitions pour les appuyer, pour discréditer le petit pétaradeur Valls là qui se voit déjà président de la République, et il le sera probablement un jour, parce que les Français apparemment aiment bien les cons. Bon, ouais, voilà, vous en avez un qui est prêt à prendre la succession. Voilà, d'un autre con d'ailleurs qui a pris lui-même la succession d'un autre con. Voilà, c'est une succession de cons. Mais ça dure depuis combien de temps comme ça? Bah ça dure depuis la Révolution de 89. Hein, on a eu la terreur, ça c'était pas mal, ça a épuré un peu, ça m'a permis de me fâcher avec une aristocrate bon teint. On a eu l'Empire, puis après on a eu la Restauration, puis après on a eu l'Empire, et puis après on a eu encore la Troisième République, je crois, et puis ça dure quoi depuis tout ce temps-là. On nous banane, on nous enfile de toutes les manières possibles. Hein. Non, mais maintenant il y a des pommades qui sont quand même assez performantes. Mais bon, on aime ça, on est comme les canards, quoi. Voilà, on aime bien se faire recevoir du plaisir. Ouais, recevoir du plaisir. Ouais. Bon. Alors, vous avez capitaux, hein. 20 000 Roms, plus de 60 millions de Français, bientôt 70 millions. Et ça, 20 000 Roms font chier pratiquement 68 millions, on avait calculé 58 millions de Français. Je ne sais pas pourquoi, ça me rappelle une blague, j'ai oublié d'ailleurs de qui elle est, qui dit chaque seconde sur cette planète, une femme met un enfant au monde. Est-ce que quelqu'un pourrait demander à cette femme d'arrêter? Et moi j'ai vu sur un média, j'ai oublié lequel, un militant du Front National, un encarté, une intelligence brillante comme tu t'en doutes, nous balancer la théorie suivante: les Roms seraient une invention des musulmans pour pouvoir nous passer leur mosquée en douce. Ah bah oui. Et les médias relayent de ce genre de trucs, c'est splendide. Ah oui, non mais tu les es. Franchement, la télévision, c'est vraiment quelque chose mais les infos à la télé, mais sur n'importe quelle chaîne, hein, n'importe lesquelles, sauf peut-être Arte pour les infos du soir, quoi. Et pour l'heure du déjeuner, où ils sont assez bon. Il faut pas de commentaires, ils disent les choses comme elles sont, mais tout est lissé, tout est poli, il y a pas un cheveu qui dépasse, quoi. Voilà, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Pépère c'est un grand président, Obama à côté c'est rien du tout, et Poutine on n'en parle même pas. Enfin bon, alors en réalité tous ces gens-là, ils sont vraiment la mano dans la mano. Hein, voilà. Hein. Alors, le livre de la semaine, c'est Le mouvement anarchiste et syndical en Tunisie, Robert. C'est un collectif qui a pondu Un collectif tunisien? cet opus. Ah, bonne question, tiens. Ouais. Ah non, j'ai pas regardé ça dans le détail, j'avoue là. Il faut toujours que tu trouves un truc qui... Non, parce que non, mon Jean, c'est pas ça, parce que je voudrais relever une fois de plus que... Petit provocateur. Peut-être pas à ce propos-là, mais il y a souvent des continentaux, des Européens qui montent des collectifs comme ça, au nom de causes qui sont complètement extérieures à... c'est-à-dire que le collectif qui a réuni effectivement les interviews, les textes, les déclarations, tu vois, ça, je crains que... Bon, bref, les révolutions arabes ont offert un nouveau souffle pour les luttes internationales. Elles ont ouvert de nouveaux champs d'espoir, on va dire ça comme ça. En Tunisie, les anarchistes continuent leur œuvre de résistance et de construction, mon cher Robert, d'un mouvement libertaire au sein du mouvement révolutionnaire. C'est pas facile, tu t'en doutes. Je m'en doute, oui. Il se structure au sein du mouvement Désobéissance. Après avoir participé activement aux diverses luttes sociales et beaucoup plus activement, on va dire que les islamistes, qui ont agité le pays, après avoir chassé Ben Ali en janvier 2011, je le rappelle, après avoir organisé une rencontre des peuples en lutte à Tunis, ça c'était en novembre 2011, juste avant la fin de l'année. Ils ont repris le travail quotidien pour l'émancipation et l'égalité sociale.
excusez-moi, j'ai le chenin, j'ai mon petit viticulteur, mon petit vendangeur à la main de Mareuil-sur-Cher, qui a fait sa livraison. Nous sommes en train de vérifier que... Avec un petit chenin qui est en quelque sorte la mascotte goulayante de cette émission, Robert. Tout à fait. Bon, de grandes occasions. Voilà, ces anarchistes tunisiens, ils sont en lien avec les organisations syndicales, les organisations de chômeurs, de femmes, etc. À travers ces textes et interviews, on retrouve la volonté de conserver l'unité des révolutionnaires et de poursuivre ce qui a été entamé dans la lutte contre le système Ben Ali. La liberté, la justice, l'égalité économique et sociale. Voilà, l'éditeur sont les éditions du Monde libertaire, auxquelles tu fais plus exactement souvent référence ici. Et le livre, il est sorti en mai 2013, il est actuellement en vitrine à la librairie Publico. On donnera les références de la librairie tout à l'heure. Merci mon Jean. Bien, les éditions du Monde libertaire, j'en parlerai évidemment à la fin dans les œuvres de l'œil. Merci mon Jean. Alors moi je vais vous emmener à Bagnolet. Voilà, on est le dernier week-end de septembre et à l'occasion des portes ouvertes des ateliers d'artistes à Bagnolet, Karine, Constant et moi-même, nous investissons l'atelier de Jean, situé rue Sadi Carnot. La pub, la auto-pub alors pour la pub. Ouais, elle n'a pas donné le numéro, tout de même. C'est la fin d'après-midi, samedi, et ce ne sont pas uniquement des bagnoltais qui sont intéressés par notre boulot, qui sont là à se promener sur les trottoirs, mais quelques biquettes qui sont accompagnées par leurs bergers. Ces biquettes s'en vont regagner la bergerie des Malassis, installée dans un quartier de Bagnolet un peu plus loin. Un couple avec qui nous discutions est familier de ces transhumances à travers la ville et connaît très bien le berger, Gilles Amar, qui est surnommé Gilles Petitpois, qui est à l'origine de cette initiative. Pourquoi Gilles Petitpois d'ailleurs? Parce que c'est le nom d'un personnage d'un conte jardiné qu'il raconte aux enfants avant de les mettre en jardinage. Oui, si permet Dominique, ce n'est pas le cirque Amar. Il s'appelle Amar, tout le monde n'est pas parce qu'il s'appelle Amar, de la famille du cirque. Quoique. Donc voici les premières lignes du blog de l'association Sort de Terre, donc l'association que Gilles Amar a créée. En novembre 2008, l'association Sort de Terre, qui a ouvert la bergerie des Malassis, fêtera ses 5 ans. 5 années pleines de belles surprises, car l'histoire n'était pas écrite à l'avance. Tout a commencé par un petit jardin en pied d'immeuble HLM, le jardin au balcon, qui a bien grandi entre-temps, puis les ateliers de jardinage sur la dalle Maurice Thorez, et enfin l'arrivée des chèvres et des moutons et la construction de la bergerie des Malassis, la Bergeria. Certains habitants ont connu l'histoire à ses débuts, d'autres l'ont prise en route, certains ne la découvrent qu'aujourd'hui. 5 ans de jardinage, de contes racontés aux enfants, de bricolage, de rire, d'émotions, de rencontres, de travail intense, de transhumance et d'imagination. La mairie actuelle de Bagnolet veut que la bergerie déménage pour laisser la place au bulldozer et un nouveau bâtiment. L'association juge la proposition de la mairie inacceptable. Pourquoi ? Parce que le délai prévu dans la convention établie en commun avec les services concernés n'est pas respecté, parce que le terrain proposé est trop petit, enclavé et inapte à accueillir le troupeau qui est amené à s'accroître, parce qu'il s'agit encore d'un emplacement provisoire et que dans 2 ou 3 ans, il faudra à nouveau partir, déconstruire la nouvelle bergerie, en construire une autre, et que cela représente à chaque fois beaucoup de temps, d'énergie, d'argent. Parce que cette zone du quartier va être en travaux pendant 3 ans, et que le lieu sera peu accueillant pour les habitants venant à la bergerie, pour les groupes d'enfants accueillis pour des ateliers pédagogiques, comme les écoles, les centres de loisirs, les enfants handicapés. Parce que ce sera un frein, voire même un coup d'arrêt à l'activité économique et sociale de l'association, qui compte aujourd'hui un salarié et qui espère en compter 1 ou 2 de plus en 2014 pour la concrétisation du projet de production de fromage de chèvre et pour la pérennisation des autres projets qui les lient à des partenaires tels que la base de loisirs régionale de la Corniche de Fort-à-Romainville, la ville de Montreuil, le parc départemental Jean Moulin, le bailleur social Paris Habitat. Voilà, tous ces projets à l'extérieur de Bagnolet qui font vivre cette association. Donc il y a un appel à soutien, une pétition que l'on peut signer à la bergerie. C'est aussi l'occasion d'aller y faire un tour. Il y a un blog qui est très sympa avec plein de photos qui racontent un petit peu tout ce qui se passe là-bas. Plein de photos aussi d'enfants qui résident un petit peu là-bas de temps en temps.
Et encore une fois, voilà, les projets écolos sont la vitrine des mairies tant que les promoteurs restent à l'écart. Ouais, c'est sûr. Et alors, je tiens à préciser que on l'aura compris en fait dans ton papier que le maire de Bagnolet, c'est un jeune maire communiste, il est encore assez jeune, hein, et son fantasme architectural, on pourrait le définir ici, ainsi, un mélange à 50-50 de Berlin Est dans les années 50 et de la Défense dans les années 70, 80. Il y a déjà des tours à Bagnolet qui sont assez crades. Enfin. Je ne dirai pas ce que j'en pense, parce que je tiens quand même à rester tranquille. Moi, je peux en parler, parce que ça ne réside pas à Bagnolet. Oui, mais si tu pouvais éviter de me casser le cou, si tu veux bien. Hein. Casser les couilles au maire, oui. Enfin, bon. C'est pas ce maire, c'était un vieux maire qui avait dit à Jean Rustin, en regardant ses peintures, qu'il aimerait qu'il fasse des jeunes gens riant dans le soleil levant, chantant et dansant plutôt que sa sinistre peinture. En tout cas, on l'a pas vu, le maire de Bagnolet, lors des journées portes ouvertes. Voilà. Si vos enfants sont heureux, c'est qu'ils sont communistes. À Bagnolet.
C'était Gilles Vigneault qui interprétait Lucas l'écolo pour le plus grand plaisir de Robert. C'était un peu court, quand même, non? Oui, bon. Je rappelle le numéro du studio. Oui, c'est bien de le rappeler, parce que là, on a 01. perdu au moins, 12% d'auditeurs. 01 43 71 89 40. Sur Radio Libertaire, vous avez reconnu la voix de la Fédération anarchiste. C'est pas celle de Vignon, la voix de la Fédération anarchiste, elle est plus courte. Un racaille de 225 avec notre Piquet-Cou qui a choisi cette musique qui fera date dans l'histoire du studio. Et notre genre, elle me fait la moue là. Elle est pas contente, hein. Non, mais tu reviens, hein, entre nous. Enfin, seulement entre nous. Hein. Et qu'est-ce que je veux dire? Et notre Jean à ma gauche, notre hussard noir qui piaffe d'impatience pour vous annoncer la suite. Une histoire de tableau, une histoire de Cézanne. Et je lui laisse tout de suite la parole pour pas lui reprendre bientôt. Voilà, mon Jean. Oui, du tableau au texte, le grand pain de Paul Cézanne, hein, un commentaire de Juliette Bertrand. Alors Juliette Bertrand, c'est une jeune doctorante en histoire de l'art, hein, que nos auditeurs connaissent bien. Je vais dire que c'est un petit peu la mascotte en fait de notre émission. Elle revient régulièrement. Je peux pas dire l'égérie parce que l'égérie, elle est là tous les mardis. Elle est dans la régie. Ah oui. Bon. Et elle fait très bien la moue, hein, d'après ce que tu disais tout à l'heure. La moue, hein, ouais. Ah bon, d'accord. Oui. Oui, elle fait très bien la moue. De temps en temps, j'essaye de lui donner des coups au cœur. Bonjour. J'ai cru qu'il allait tomber de sa chaise. Bon, bref, donc cette jeune doctorante en histoire de l'art, qui est un petit peu notre mascotte, mais qui on a vu qu'une fois, a choisi le grand pain de Paul Cézanne pour... Enfin, quand je dis a choisi... Hein, il y a des vieux barbons, pour ne pas dire des vieux barbants, qui ne sont même pas capables de faire un cadeau à une jeune femme, mais enfin je n'en dirai pas plus, pour pas la mettre dans l'embarras, a donc choisi le grand pain de Paul Cézanne pour illustrer la couverture de l'année de l'éveil de Charles Juliette, hein, un auteur dont nous avions déjà lu début 2012, Chitao et Cézanne. Tu t'en rappelles très bien, je suis sûr. Hein, de Chitao. Voilà, surtout de Chitao, un essai consacré au moine peintre Citrouille amère et au maître d'Aix. Hein, voilà. Elle nous commente donc dans son texte le grand pain de Paul Cézanne, mais écoutons plutôt Piquet-Cou. Un pain se dresse devant nous de toute sa hauteur et trône magistral au-dessus de plus petits arbres. Sa taille, sa position centrale, tout est fait pour le distinguer de la masse de verdure ondoyante. Les troncs des arbres qui l'entourent se penchent sur les côtés et s'écartent, comme pour lui laisser un espace de respiration. Si le motif du grand pain est lié dans notre imaginaire à l'idée d'une nature immuable et intemporelle, le paysage est ici totalement bouleversé par un vent qui agite le ciel et la végétation. Le tronc légèrement courbé, ainsi que les branches aux formes sinueuses et entremêlées, paraissent subir le mouvement, éployé sous la force d'un mistral. Aucune anecdote ou récit narratif ne vient nous écarter de cette expression de la nature. Tant par ses coloris bleus, verts et ocre que par le motif représenté, nous identifions ce paysage comme étant de type méditerranéen. Cette huile sur toile, réalisée par Paul Cézanne entre 1892 et 1896, a en effet été peinte dans la campagne d'Aix-en-Provence. L'artiste est natif de cette région à laquelle son nom est bien souvent attaché pour en avoir dépeint à maintes reprises et avec précision les paysages. Cézanne a partagé sa vie entre la Provence et la région parisienne. Lieu où se constitue un milieu d'artistes et de collectionneurs, Paris est alors une capitale très attirante pour un jeune peintre. Le groupe des Batignolles, regroupé au Café Gerbois, propose un art en marge de l'académisme officiel. On connaît la méfiance de Cézanne à l'égard de ce groupe. Il participe néanmoins un temps à l'impressionnisme dans les années 1870 et collabore à plusieurs expositions collectives. Même s'il s'en détache assez rapidement, la rencontre de ce mouvement est décisive pour son œuvre. C'est notamment avec l'impressionniste Camille Pissarro qu'il se familiarise à Pontoise et Auvers-sur-Oise avec la peinture sur le motif. Ce mode de création, qui consiste à sortir de l'atelier pour peindre en plein air, au contact direct de la nature, aura sa faveur jusqu'à la fin de sa vie. C'est aussi au cours de cette période que l'artiste porte son attention sur la retranscription des sensations colorées sur la toile.
En plus du profond attachement de Cézanne pour la Provence, son retour au vieux sol natal, comme il se plaît à l'appeler, manifeste un désir de se mettre à distance des écoles et des influences entre artistes. Le peintre, perçu comme un autodidacte solitaire, fait rapidement figure de marginal. Il passe des journées entières à travailler dans les environs d'Aix. On sait que la gestation des œuvres est très longue pour cet artiste qui observe et peint des heures durant, immergé en pleine nature. Il se promène dans un petit périmètre qu'il sillonne et explore dans tous ses recoins, décryptant ce paysage dont il rencontre au travers de ses toiles. Cézanne exécute ainsi un travail que l'on pourrait qualifier de topographique. La mer d'Estac, les coteaux, les roches, les villages aux petites maisons basses, et surtout la montagne Sainte-Victoire viennent peupler sa peinture. Les pins sont eux aussi un motif récurrent qui encadre ou rythme souvent une nature plus vaste, laissant entrevoir la mer, la montagne ou encore des habitations. Si l'artiste isole les pins afin de mieux les observer, lorsqu'il exécute des études à l'aquarelle ou au dessin, ils ne deviennent que rarement le sujet principal de ses peintures. Voilà, merci Piquet-Cou. Notre petite Juliette, je l'adore. Hein. C'est toujours simple et lumineux. Si tout le monde pouvait parler de la peinture comme ça. Voilà, L'année de l'éveil, donc le livre de Charles Juliette, hein, qui comprend ce commentaire de Juliette sur le grand peintre Cézanne, est publié en folio plus par Gallimard. Vous pouvez commander le livre à la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris, métro Robert. Robert Confit du Calvaire, oh, République. J'ai eu peur, j'ai cru que tu dormais. Non, Téléphone non. 01 48 05 34 08 et site internet après les W, librairie-publico.com. Oui, eh bien, merci beaucoup Bonjean, merci beaucoup Piquet-Cou. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans pub, à Racaille. Donc, je répète, avec notre camarade Piquet-Cou à la régie, et à la programmation musicale et à tant d'autres choses. Notre Jean, notre hussard noir, lui, alors là, lui, il navigue très haut, très, très haut. Il voit tout ça, enfin, un petit peu comme le Seigneur, enfin bon. Bref, passons. Enfin, il nous a amené ce matin du chenin, c'est une belle couleur, un doré, un or pâle, mais alors, avec un fruité, je vous dis pas. Bon! Ça fait couler quand même la voix de la Fédération anarchiste, tu trouves pas? Non, enfin, quand je dis couler, dans le... Ouais, goulayé, hein, goulayé, bien sûr, dans le sens goulayé. Tout dans le sens goulayé. Et une petite pause musique, boum, tout de suite, avec cette espèce de grand dépanneur d'andouille d'Igelin. Jacques Higelin qui interprétait Seul. Oui,
On est 1 million à rire du milieu qui est en face, mais dans la glace, on se retrouve seul. Bon. Bonne-moi, c'est de la brélouse. Bon. Eh bien oui, vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, blablabla, blablabla, Aracaille, blablabla, blablabla. Attends, le Chenin, là, il est en train il est en train de faire son œuvre. Des dégâts irréversibles, j'ai l'impression. Avec Piquet-Coup. Ah oui, j'ai mes plaquettes qui commencent à prendre la tangente. Avec Piquet-Coup à la régie, notre Piquet-Coup, indispensable dans cette émission. Pas comme les autres, enfin pas comme tous les autres. Avec nos gens indispensables dans cette émission, pas comme l'autre. Et ma pomme, pour vous causer tout de suite, justement... Qu'est-ce que c'est que ce moment de blues, là Pour vous poser... Ah non, mais Jean, mais pour vous causer tout de suite de Popol Cézanne, voilà, un fou. Comme, enfin, les enfants d'Aix lui jetaient des pierres en criant « au fou, au fou ». Et d'ailleurs, Paul Cézanne a fait un autoportrait de lui... Il tourne la tête vers quelque chose qui se passe derrière lui, avec l'air complètement paniqué, peut-être en référence justement à ces enfants qui n'arrêtaient pas de le persécuter en quelque sorte, mais s'il y avait eu que les enfants, ça aurait été un moindre mal. Il était assez incompris à son époque. Alors oui, c'est un fou, et en plus c'était un peintre plus raté, ça n'existe pas. Mais si vous regardez bien ses peintures, vous verrez que enfin, tout se casse la gueule un peu. Surtout dans ces personnages, quand vous voyez la partie de cartes, quand vous voyez le portrait de sa femme, quand vous voyez le portrait de son fils avec ses bras immenses, enfin bon, il est un petit peu difforme, etc. Mais puis c'était un besogneux immense, quoi. C'était un mec qui travaillait, qui empâtait, hein. Vous voyez les grandes baigneuses, et vous lisez en même temps Zola, l'œuvre, et puis vous comprenez tout, quoi. C'est que c'était vraiment quelqu'un qui toute sa vie a essayé d'aller au fond des choses, mais qui était pas, il n'avait aucune facilité, je veux dire, picturale. C'était pas un virtuose du tout. C'était presque, en exagérant un peu, je dirais presque un peintre brut, quoi, parce qu'il y a dans son travail une forme aussi de naïveté, quoi. Je dis encore une fois, surtout dans ses personnages, dans ses compositions, comme encore une fois les grandes baigneuses, il en a fait plusieurs états, quoi, ces grandes barbouilles et ces grandes bonnes femmes qui sont vraiment hideuses. Mais bon, mais quand même, il y a une force là-dedans, dans la laideur, dans la peut-être forme de maladresse, peut-être, je sais pas, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas à bout, mais il a une telle volonté d'y arriver, il a une telle volonté d'aller au bout de ce qu'il exprime, que ça se ressent, et on ne peut pas rester totalement indifférent et rester dans le risible à propos de Cézanne. Moi je crois qu'il n'a pas... Toute sa vie, il s'est battu, quoi. Il s'est battu il a eu une reconnaissance assez tardive, d'ailleurs, de son travail. Autrement, il a été moqué, enfin bref, tout le monde se foutait un peu de sa gueule, et d'une certaine manière avec raison, parce qu'il maîtrisait pas vraiment la technique picturale, qu'on peut pas dire que c'était un académique, hein, que c'était un classique. Non, c'est quelqu'un qui s'est affronté à quelque chose d'une forme d'expression nouvelle, qu'il a initié malgré lui. Je crois que c'est pas du tout une volonté d'être original, mais c'est plutôt son espèce d'impuissance à aller au bout de son rêve, de son désir, qui l'a rendu d'une certaine manière original. Bien, j'aime pas du tout ce mot qui fait un peu con à propos de quelqu'un d'aussi important que lui. Comment dire, c'est pas la peinture moderne, c'est pas l'impressionnisme, c'est quelque chose d'à part, c'est une espèce d'affrontement d'un homme avec quelque chose qui le dépasse en quelque sorte, quoi. Il a toujours essayé de se hisser à la hauteur de son ambition, à la hauteur de l'exigence de la peinture, et il n'y est pas franchement parvenu, je crois pas. Pour faire 80 approches de la montagne 5 victoires, déjà, il faut quand même avoir une certaine dose comment on pourrait... Oui, l'absolu, que la citation que je vous ai, la citation de Cézanne que j'ai, oui, une citation, on la cite évidemment. Celui qui n'a pas le goût de l'absolu se contente d'une médiocrité tranquille. Ça n'a pas du tout été son cas. D'ailleurs, il est mort de peindre.
c'est un artiste qui est mort de peindre. Voilà, un peu. Il faut dire que il est mort quelques jours après avoir attrapé froid, en payant encore une fois la Sainte-Victoire, l'ultime fois. Et c'est vraiment ça que je crois qui en fait un artiste aussi incontournable, qui a influencé des générations d'artistes derrière lui, jusqu'à Picasso, jusqu'à des gens comme ça, voilà, qui s'en revendiquaient un peu, parce que justement, il a cette espèce d'exigence d'absolu, qui, de mon point de vue, il n'a jamais réussi à réaliser. Mais justement, s'il avait réalisé, ça aurait été beaucoup moins intéressant de voir ce combat perdu, quoi. Voilà. Mais avec des morceaux qui sont quand même inoubliables. Enfin, je veux dire, c'est pour moi les grandes baigneuses, c'est ce dont parle Zola dans l'œuvre. Voilà, c'est vraiment quand, en fait, à la fin, le héros se pend devant ces grandes baigneuses, parce qu'il n'arrive pas à les terminer comme il le voudrait. C'est les grandes baigneuses qui gagnent la partie, quoi, et ça se conclut par un suicide. Et je pense que Cézanne, en quelque sorte, oui, il s'est pas franchement suicidé en se branchant, mais il s'est quand même, d'une certaine manière, tué, voilà, en essayant de saisir l'essence de l'art, l'essence de la peinture, la vérité de la peinture, qui peut être terrifiante, parce que c'est s'affronter à ce qu'évoquait Merleau-Ponty, c'est s'affronter à l'invisible. Et l'invisible, pour un être humain, c'est quelque chose qui s'apparente au Dieu, qui s'apparente, voilà, c'est toucher à la... c'est une forme de mysticisme, quoi. Et je pense que Cézanne était un petit peu dans ce trip, même si ça n'apparaît pas comme ça, si les critiques se sont toujours un petit peu sont jamais vraiment mouillés, comme la plupart des critiques d'ailleurs. C'est ce qui fait leur originalité, c'est qu'ils se mouillent pas. Il n'y en a aucun qui a voulu, enfin, à ma connaissance, mais je suis pas une bibliothèque comme Jean, qui, à ma connaissance, n'a pas voulu voir ou n'était pas capable d'apercevoir chez cet immense artiste toute cette peine, toute cette souffrance qu'il a éprouvée toute sa vie, quoi, parce que en essayant justement de devenir un peintre, voilà. Et je pense qu'il n'y est jamais arrivé, mais c'est ça qui en fait tout l'intérêt, c'est la démarche pour y arriver, et que ça se conclue pas par une victoire. Moi, je suis assez content. Voilà, mon Jean. Oui, c'est difficile de dire ça en même temps, parce que on peut aussi considérer que c'est le peintre moderne, comme Rembrandt est le peintre classique, si tu veux. Hein. Ouais. Sauf que la différence peut-être entre Rembrandt et Cézanne, c'est que Rembrandt, c'est un immense virtuose, mais qui ne profitait pas de son talent, qui ne le montrait pas. Voilà. Il dépassait son talent pour faire des choses vraiment, qui sont ce qu'il a fait, quoi, qui sont des choses. Pour moi, comme on l'a déjà évoqué, c'est le plus grand artiste occidental. Oui, mais c'est vrai que quand on voit la façon dont Cézanne a irrigué les générations suivantes, c'est difficile quand même de parler d'échec. Non. Et alors, on a lu deux ou trois fois dans cette émission des extraits de l'œuvre de Zola, et il faut préciser où il dépeignait effectivement Cézanne comme l'archétype de l'artiste raté, en quelque sorte, leur amitié qui était profonde, et qui datait de l'adolescence, je crois, ou même de l'enfance. De l'enfance. Ne s'en est jamais remise. Il faut le préciser, voilà. Non, et moi, je suis assez proche de Zola pour ça. Parce que ça ne veut pas dire, dans mon esprit, dire... Oui, raté, ça ne veut pas dire un nul, ça ne veut pas dire un abruti. Non, pas du tout. Je pense que par là, raté, dans le cas d'un artiste majeur comme Cézanne, comment je sais pas dire, c'est-à-dire c'est la peinture qui continue, et il laisse, contrairement à d'autres artistes qui ont abouti des œuvres, enfin c'est ce qu'on dit en tout cas, il a permis à des générations après lui de continuer son œuvre, en quelque sorte. Tu vois, c'est ce côté, si tu veux, presque en retrait, tu vois, de son... Enfin, tout ça, ça peut paraître un peu confus, mais quand même, moi, je le ressens profondément. Tu vois, ça veut pas. Pour moi, c'est pas. Quand je regarde Cézanne, je suis bouleversé, mais si tu veux, c'est pas
justement, je suis bouleversé parce que il y a dedans cette déchirure, quoi. Tu vois, voilà. Voilà, puis pour finir sur une anecdote, on va dire plus légère, un jour Picasso appelle Kahnweiler au téléphone et lui dit « Je viens d'acheter la Sainte Victoire de Cézanne ». Et Kahnweiler lui dit « Laquelle ?» Bah ouais. Il perdait jamais la peinture de vue, tu vois. Et Picasso lui dit la vraie. Ouais, il avait 80 comme ça. Non, il venait d'acheter en fait le château de Vauvenargues qui est vraiment collé à la Sainte Victoire pour y abriter ses amours avec Jacqueline, mais c'est pas pour rien qu'il avait choisi ce lieu-là précisément. Voilà, vue imprenable, attention. Ouais, vue imprenable, mais c'est pour ça qu'il est mort, parce qu'il a attrapé froid. C'est ça, un château qui était impossible à chauffer. Comme Molière, c'est à ça que tu pensais un peu en scène. Hein. Ouais, tout à fait. Tu rêves de ça, hein, je trouve que c'est pas mal, oui. Moi, je mourrais en essayant de peindre un grand chêne qui a la mare au fait. Ouais. D'ailleurs, j'ai trouvé une nouvelle formule, c'est quand je parle, j'ai fait une mare au fait, ça veut dire que j'ai fait une grosse merde. Ah oui, d'accord. Ouais. Parce que la mare au fait, jusqu'à présent, j'ai pas vraiment sorti quelque chose de franchement... À la mort au fait, avec une fille qui fait bien l'amour en regardant ta peinture d'arbre, c'est ça. À votre santé, les auditeurs.
Voilà, c'était L'air de la bêtise, interprété par Jacques Brel et les chœurs du studio, mais non audible à l'antenne. Oui, pour appuyer le propos sur Cézanne, qui a toute sa vie été un peu moqué par tout le monde, incompréhension des nuls, voilà, parce qu'il était quand même entouré à part Pissarro, à part quelques gens comme ça, qui étaient ses vrais amis. Enfin, disons que le public des amateurs, etc., des critiques et tout, lui tombait dessus à bras raccourcis. Il a été reconnu que très tard dans sa vie d'artiste, voilà, parce que la bêtise est toujours d'actualité, qui couronne toujours encore aujourd'hui les nuls et qui laisse dans l'ombre ceux qui ont vraiment, mais qui sont reconnus par l'histoire de l'art. La plupart du temps, faut pas se raconter l'histoire. Il y a pas l'histoire de l'art laisse pas de côté des artistes géniaux ou des artistes qui méritent d'être connus. Enfin bon. Pour l'instant, c'est le cas on a des Jeff Koons, des comment qui s'appelle l'autre, Hirsch, et puis un autre en français là qui travaille, qui pétarade au Louvre, etc. Ça doit être Fabrice Hibert, non? Ouais, voilà, des gens comme ça, voilà, des parfaits nulos, mais bon, qui gagnent beaucoup de blé. Voilà, Art Racaille, une émission qui est écoutée attentivement en Finlande, en Hollande. Ah oui. Et à Montigny-les-Cormeilles, excusez du peu. Qui c'est Montigny-les-Cormeilles? Je ne sais pas qui c'est Montigny-les-Cormeilles. Non. C'est qui? Je voudrais vous parler, moi, d'Alfred Sisley. J'aimerais bien savoir qui c'est qui à Montigny-les-Cormeilles nous écoute. Alfred Sisley, tu sais, non mais ça fait un petit moment en fait que j'ai envie d'en parler. De Montigny-les-Cormeilles? Non, d'Alfred Sisley, parce que c'est un espèce d'élégant, on va dire, de l'impressionnisme, qui est toujours un petit peu passé à l'as. Ouais. Maurice-sur-Loing. 1839-1899, je vois que dès que ça fait appel à des souvenirs personnels, quand même, ça prend une autre valeur. J'ai couché à Maurice-sur-Loing, adolescent, dans une étable. Tu vois, tout de suite, tout de suite, ça change les choses. On est d'accord? Ah bah tout à fait. Ouais. Et puis il y a une fabrique de bonbons excellente. Eh ben justement, à la sainte trilogie Bellifontaine. Ouais. Ah bah toi aussi. Oui, de mes camarades ici présents, mes deux camarades. Bon. Non, je sais pas. Bon, allez. Entendez, quand je dis la sainte trilogie, entendez ces trois pointes du triangle pictural de la forêt de Fontainebleau, que sont Barbizon, Moret-sur-Loing, avec sa fameuse grange dans laquelle a dormi, c'est marqué, il y a un panneau, dans laquelle a dormi Robert, et Bourron-Marlotte. Bourron-la-Marlotte. À ne pas prendre au sens trivial du terme. Laissez Marlotte tranquille, s'il vous plaît. Ces mêmes camarades ont très justement, en août dernier, ils s'en souviennent forcément, eux-mêmes, ajouté le nom de Grès-sur-Loing. Grès-sur-Loing, que moi j'appelais allègrement Gretz. Ah oui. Ah oui, on m'a taclé. On t'a taclé. Bon, la directrice peut-être de la fondation. Exactement. Non, mais j'ai une idée comme ça qui m'est venue. Voilà. Eh bien, il leur faudrait également ajouter à ces quatre pointes du même triangle, on va dire, pour être exigeant, on parlait d'exigence tout à l'heure, le nom de Chailly-en-Bière, qui incluait d'ailleurs à la grande époque le hameau de Barbizon, qui est situé à quelques kilomètres, j'ai oublié, 2,5 km peut-être, un truc comme ça, voilà. Et bien c'est justement dans cette commune de Chailly, qu'irrésistiblement attiré par la peinture de plein air, Alfred Sisley, en mars 1863, je suis très précis, aujourd'hui seulement, choisit de planter son chevalet après avoir quitté bruyamment l'atelier de Charles Glaire aux Beaux-Arts de Paris, où il étudiait en compagnie, excusez du peu, là aussi, de Renoir, de Monet et de Basille. Il était d'ailleurs l'un des habitués de ce café Gerbois, tu sais, dont il était question dans le texte de Juliette tout à l'heure, dont Manet, on va dire, était un petit peu le fer de lance. Le fibrome de comptoir. Le fibrome de comptoir, elle est belle celle-là. Tu sais que je ne connaissais pas cette expression. Ah ouais, ça t'ennuie pas, je la note et je reprends mon papier tout de suite. Oui. C'est libre de droit. Accepté au salon de 1866, où Monet l'avait encouragé assez vivement à se présenter, il en sera exclu les années suivantes.
Et c'est là que ça commence pour lui. La guerre de 70 va être aussi une véritable catastrophe. Alors que la fortune familiale, tu vois, issue du commerce, lui avait permis de suivre jusque-là sa vocation artistique, on va dire, sans problème, sans véritable problème financier. Tous les artistes en rêvent. Son père meurt ruiné, tu vois, et Sisley se retrouve brutalement obligé de subvenir à ses besoins et à ceux de toute sa famille. Mais personne ne bosse là-dedans, c'est vachement bien. Ils ont pris de bonnes habitudes depuis quelques générations. Or, justement, si tu veux, rien dans le caractère du gentil Alfred ne le prédispose à un tel effort, tu vois. Timide jusqu'à l'effacement, c'est l'image que ses camarades avaient de lui. Il fait figure, justement, au milieu des impressionnistes, de rêveurs ingénus et sereins. Tandis que ses amis vont peu à peu accéder au succès et à la gloire, lui-même va poursuivre son œuvre dans une indifférence générale, ne recevant d'aide que de Durand-Ruel, qui va tout de même lui acheter quelques toiles, ne me demandez pas combien. Pourtant, il milite en quelque sorte au sein des impressionnistes, expose ses toiles au milieu des leurs. La septième exposition du groupe, en 1882, va quelque peu tout de même changer la donne. Il accède à une toute petite notoriété, qui ne suffit pas à l'extraire d'une vie matérielle fort précaire. Mon cher Robert, voilà, la même année, il s'installe à Moret-sur-Loing, qu'il ne quittera plus jusqu'à sa mort, 17 ans plus tard. Il ne connaîtra en fait le succès qu'en 1896, mais il ne pourra guère en profiter puisqu'il meurt à peu près, on va dire, il est atteint à peu près en même temps que le succès lui arrive. Il est atteint d'un cancer de la gorge à peu près en même temps, si tu veux, que le succès arrive. Et il vivra ses dernières années, 2 ou 3 ans seulement, j'ai oublié, dans d'atroces et silencieuses souffrances. Il est parti comme il a vécu, en fait. Voilà. Contrairement à ce qui a été écrit ici, là, il n'est pas du tout certain que Sisley ait accompagné ses camarades à Londres en 1870. Il y a un fameux voyage dont Monet a ramené quelques toiles fameuses. Plus probablement anglais pur nuage de lait, on va dire, dans le thé. Il vouait déjà une véritable vénération à Constable et à Turner. Je veux dire que c'était une espèce de tradition familiale. Voilà. Malgré ou à cause de sa timidité, Alfred fuyait comme la peste les discussions théoriques, leur préférant un labeur remis jour après jour sur le métier. Il paraît d'ailleurs avoir été en recherche constante d'une perfection formelle, ça nous ramène à Cézanne, peu compatible avec la spontanéité revendiquée par ses camarades impressionnistes. Parmi eux, plus proche de Monet que de n'importe quel autre, c'est du moins à mon avis, il a conféré au plus abouti de ses toiles une homogénéité lumineuse, un juste reflet de son tempérament candide, qui atteint souvent une distinction so British, mon cher Robert. Bien sûr. Au milieu de celle-ci, je distinguerai volontiers l'inondation à Port-Marly, peut-être d'ailleurs sa toile la plus connue, et la neige à Louvciennes, qui sont à mes yeux parmi les plus belles, tout simplement, que la peinture impressionniste ait produite. Peinture par excellence des cieux mouvants et de l'eau scintillante, des arbres frémissants et des prairies ondulantes. L'œuvre de Sisley nous enveloppe d'un sentiment pur d'espace et d'évasion, nous offrant sur un plateau anglais, à l'heure du thé, une ouverture vers un monde finalement moins recréé que sereinement perçu par l'artiste Alfred Sisley. Oui, j'ai beaucoup... je le redécouvre parce que j'avais oublié un peu. Mais quand j'étais ado, j'adorais sa peinture, parce que justement, il y avait quelque chose dedans. Il y avait une espèce de rêve, quoi. Voilà, pour moi, c'était vraiment autre chose. J'étais d'abord séduit par Sisley avant de l'être plus violemment par des gens comme Van Gogh, etc. Mais je crois que je reviens sur toutes ces périodes et je retrouve Sisley, oui, bien sûr. Non. Toi qui as connu avec un Britannique une forme de grand amour, on va dire. Oui, bien sûr. Et il y a ce côté anglais qu'on sent dans la peinture de Sisley, justement, ces choses de cette douceur, cette espèce de toit de... Ah ouais, tout à fait. Et des paysages de neige, il y en a peu dans la peinture, mais parce que c'est très difficile. C'est Robert Roll qui était incapable de faire un paysage de peindre la neige. Mais quand c'est réussi, c'est magnifique, quoi. Ça fait rêver, quoi, la neige, quand elle est bien peinte, en tout cas.
Merci notre Jean de nous avoir rappelé ce grand artiste si peu connu en fin de compte, qui était Alfred Sisley. Et les arbres sans honte montrent leur nudité. L'automne s'est feuillé et l'hiver fleurissait de pétales de neige comme si l'on pleuvait. Et je suis le chemin qui borde la rivière, le visage en prière, mal à l'abri du vent qui court d'arbres en arbres pour me gifler le sang. Je m'en vais, je m'en vais, je fuis vers d'autres rives. Tout ce que j'ai laissé feront des souvenirs. Je m'en vais, je m'en vais, jusqu'à ce que 10 ans suivent. Et tant pis si je perds, j'aurai tout essayé. Et la terre transpire une sève nouvelle. L'hiver se rend sommeil. Le printemps fait l'enfant, il floconne de fleurs les arbres et les champs. Et puis bientôt l'été, tout juste né qui meurt. Et l'automne qui pleure, sous un ciel qui s'étonne, tout revoir en jaune, lui qui aime les fleurs. Et je vais, et je vais, je cours de rive en rive, tout ce que j'ai laissé me brûle de revenir. Si je vais, si je vais, c'est rien qu'à la dérive, je sens bien que je perds, moi qui croyais gagner. Une autre France, dans un autre pays. Je me sentais l'envie de neuves espérances, d'une nouvelle enfance, de neuves espérances, d'une nouvelle vie. Et me revoilà là, à mon point de détresse, à mon point de faiblesse, à mon point de départ, en plus désespéré et plus désemparé. Et nous revoilà là, un peu plus en retard. C'était Georges Chelon qui interprétait Point de départ. Et comme dit Jean, un fan de Brel, qui a toute sa vie essayé d'arriver à sa hauteur, mais bon, il n'est pas vraiment arrivé. Sur Radio Libertaire, oui, vous êtes toujours sur Radio Libertaire, là, vous les fédérations anarchistes, sans Dieu, sans médecin en pub, à Racaille, avec notre camarade Piquet-Cou à la régie, à la programmation musicale, à l'écriture, à tant d'autres choses. Ah oui, au phare breton, etc., quoi, vraiment. Une spécialiste des pâtisseries brûlées. C'est facile. Et notre Jean, non mais ça, c'est des coups comme ça, des coups bas comme ça, franchement. Il fait l'offusqué, mais enfin bon, il est aussi mauvaise langue que moi, mais c'est plus feutré. Non mais des coups bas comme ça, il y a, là pour le coup, il y a de quoi faire la moue. Alors les prochains auditeurs, quand on va les rencontrer, ils vont me dire, il paraît que toutes les pâtisseries sont brûlées. Pas toutes, non, pas toutes, mais de temps en temps seulement. De temps en temps, et ça donne un petit goût un peu particulier, mais pourquoi pas. Bon, pour la prochaine à Bagnolet, Piquet-Cou fait des cannelés, hein. Ah, ça les brûle pas les cannelés. Ils sont noirs les cannelés. Ils sont noirs aussi, merde.
Donc c'est à mon tour de... Mais oui, c'est à d'y votre coller. tour, cher ami, oui, bien sûr. Voilà, donc moi je vais vous parler de Léon Germain Pelouse. Donc si cet été, donc nous avons, comme précise Jean, rajouté la ville de Grès et ses peintres à nos promenades sur les pas des naturalistes, il est un autre nom qui revenait souvent parmi les textes que je lisais, c'était celui de Léon Germain Pelouse et la ville de Cernay. La ville de Cernay qui est dans la vallée de Chevreuse. Donc c'est peut-être un point de chute pour notre été 2014. Un artiste que je gardais pour nos émissions pour les artistes oubliés, mais en fait qui a toute sa place aujourd'hui. Un peintre naturaliste et ambulant, considéré comme le chef de file de l'école de Cernay. Une école moins connue que celle de Barbizon, qui a regroupé des peintres qui ont travaillé sur le motif dans les Vaux de Cernay, autour de l'abbaye, des étangs, dans les sous-bois environnants, et qui, comme nos peintres de Fontainebleau, descendaient dans des auberges conviviales, comme chez Léopold ou au rendez-vous des artistes. Peut-être des lieux à découvrir encore. Tout à fait. Léon Germain Pelouse est né en 1838 à Pierrelaye, dans le Val d'Oise, et décédé à Paris en 1891, jeune, donc à 53 ans. Il est fils de menuisier, autodidacte, et commence son métier de peintre à 27 ans, après quelques années occupées comme voyageur de commerce. Ça fait penser aux galettes de Pont-Aven. Il est influencé par Corot et Daubigny, donc un début de carrière difficile malgré un tableau présenté au salon, mais Pelouse ne se décourage pas. Il est en Bretagne et à Pont-Aven 10 ans avant Gauguin, et en 1876, le jury lui accorde une médaille de première classe pour une coupe de bois à Senlis. Donc Senlis, c'est Senli2SE, donc une petite commune rurale située dans les environs de Cernay. Il devient alors une figure emblématique du salon. Il fait plusieurs voyages en Bretagne, toujours à Pont-Aven, mais également dans le Morbihan, et met en vogue le paysage breton. Il peint ensuite de nombreux endroits, en Normandie, en Franche-Comté, en Auvergne, en Belgique, en Hollande, en Italie. En 1889, il reçoit une médaille d'or à l'exposition universelle. Il est considéré comme l'un des meilleurs paysagistes de la dernière génération d'artistes du 19e. C'est un grand technicien, un habile dessinateur, un puissant coloriste. Beaucoup d'émotion, de légèreté, de douceur dans ses peintures, qu'il s'agisse de sous-bois, de broussailles, de scènes champêtres, de jeunes paysannes qui gardent les vaches, de maisons au bord d'un étang. Voilà, des paysages qui nous invitent en fait à rentrer dedans. On peut comparer son travail, quand il peint les ciels, au travail de Constable également. Ouf, ça c'est osé, mais je suis pas loin d'être d'accord avec toi, ma chère Piquet-Cou. Ouais. Non, moi, ce qui me plaît le plus, comme je disais à mes camarades au bistrot tout à l'heure, c'est d'où il vient, et un autodidacte qui arrive à peindre de cette manière, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, je trouve. Parce que normalement les autodidactes à cette époque-là ils finissaient comme peintres ambulants, mais pour des enseignes de bistrot, des trucs comme ça, quoi, tu vois. Mais là vraiment il touche le mec, hein. Ah, moi j'ai eu énormément de plaisir à regarder son travail. Enfin, je trouvais que c'était vraiment très léger. Effectivement, ça me faisait penser à Corot à plein de moments. C'est surtout l'herbe folle, moi, que j'aime chez lui, tu vois. Qu'une pelouse puisse peindre comme ça l'herbe, je trouve que... Hein. Oh bah ça, un paysage breton, tu faisais une référence à ça tout à l'heure, qui a été revisité de manière assez jouissive par Jean-Pierre Mariel, hein, dans le film Les Galettes de Pont-Aven. Hein. Ça, ce paysage breton là, je suis d'accord avec lui, c'est intemporel. Hein. Oui, tout à fait. Hein. Oh, non,
C'était Gilles Servat, je dors en Bretagne ce soir. Oui, bah, dors-y en Bretagne, espèce de gland. Bon. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Alors, qu'est-ce qu'elle nous faisait, la Piquet-Cou, la Georges Chelon encore? Non, je dors... Gilles Servat, alors, franchement. T'as pas écouté, Robert, tu discutais? Ouais, bah oui. Bah oui, on discute beaucoup ce matin. Jean qui fait de la provoque, qui n'arrête pas. Enfin bon. Alors, Jean qui va vous parler, à défaut de provoque, des espoirs de pas manquer. Est-ce qu'il se peint de l'époque romantique? Oh la vache. C'est dur, hein, attention. Hein. Ah ouais, je fais la première expo. J'ai laissé la plus intéressante des deux à Piquet-Cou. Quelle galanterie quand même. Oui, c'est vrai. C'est dommage c'est gentil qu'on soit pas deux à être galants dans le studio. Enfin bon, bref, c'est au musée de la vie romantique, ça c'est 16 rue Chaptal dans le 9e arrondissement, et l'expo elle est valable jusqu'au début, le 2 février 2014. Voilà, oui, exactement. Ça vous donnera une idée du romantisme qui n'est pas du tout ce que vous croyez. Absolument pas, bien sûr. Hein. Voilà, l'esquisse peinte en fait, elle est née au XVIe siècle en Italie, Robert, tu vois. Étape de l'élaboration du tableau, hein, elle le prépare, elle met en place les masses et les couleurs, permettant à l'artiste ou à son commanditaire, ça c'est important aussi, hein, de l'imaginer fini. Cette exposition, en fait, consacrée uniquement aux esquisses peintes, présente les grandes figures du romantisme, avec en premier lieu Pierre Narcisse Guérin. Un lointain cousin de Léon Germain Pelou. Ah bah moi j'ai eu des Guérins dans la famille Briard. Ah bah tu vois, voilà. En 1810, en fait, ce Pierre Narcisse Guérin, il ouvre un atelier fréquenté par de nombreuses futures figures du romantisme, hein, Géricault, Schaeffer ou Cognet, entre autres, hein, permettant à ces jeunes gens de développer une pratique qui leur soit plus personnelle. Hein. 2 esquisses d'œuvres très célèbres de Géricault sont d'ailleurs présentées à l'exposition. Le radeau de la Méduse, œuvre capitale du romantisme par sa composition pyramidale, on va dire, très énergique et innovante, hein, qui sera reprise par ses contemporains, et officier de chasseur à cheval de la garde impériale, dégageant une très grande puissance. Mais on ne peut pas dire grand-chose d'autre, j'aime beaucoup moins cette toile-là. Moi. Avec la chasse au lion, Eugène Delacroix développe son goût pour l'Orient, et Rubens, alors que sa Médée furieuse, au ton vif et acide, fera dire à George Sand, une fois le tableau fini, George Sand qui était une familière, on va dire, de cette maison d'Ary Scheffer qui est devenue le musée de la romantique, de la vie romantique, pardon, qui fera dire à George Sand, une fois le tableau fini, vous êtes un fameux barbouilleur. Voilà, je suis sûr que tu te serais adressé comme ça à Delacroix. Comment on doit le prendre? À Georges Sand, il y répond par traité de la croix de barbouillard, il faut quand même le faire. Deuxième exposition, Impression à Montmartre, au musée de Montmartre, 12 rue Cortot, donc dans le 18e arrondissement, jusqu'au 12 janvier 2014. Il est difficile d'imaginer aujourd'hui la place de l'estampe à Paris à la fin du 19e siècle, le nombre d'ateliers en taille douce et de lithographie qui prospèrent, l'intérêt des marchands pour la belle épreuve, l'engouement pour cet art considéré à part entière. Le musée de Montmartre invite à redécouvrir cet âge d'or autour de 2 artistes qui travaillèrent sur la butte. Réunissant 80 œuvres d'Eugène Delattre et Alfredo Müller, l'exposition replace ces artistes, bien oubliés aujourd'hui, dans cette révolution de la gravure en couleur qui bouleversa l'art de la feuille imprimée au tournant du siècle. Dans son atelier de taille douce de la rue Le Pic, Delattre, 1864-1938, accueille les artistes. Son local devient un lieu de rencontre, de conseil, parfois d'initiation à la gravure. Maître de la belle impression, des noirs enlevés, il joue un rôle important dans la technique de l'eau forte en couleur, optant pour l'ancrage dit à la poupée, c'est-à-dire que la totalité des couleurs est appliquée sur la plaque gravée à l'aide d'une poupée ou mousseline. Praticien virtuose, il est aussi graveur, immortalisant Montmartre en pleine transformation, dessinant et gravant les derniers moulins, les rues étroites ou les établissements nocturnes. Moi j'ai connu le dernier peintre de Montmartre, c'était Eugène Paul. Oui. On en parlera un jour de Eugène Paul. Et puis je propose qu'on laisse tomber la dernière musique, ça t'ennuie pas, Piquet-Cou, hein, tu vas nous embrayer directement dans les œuvres. Dans les œuvres qui sont au nombre de 4, on parle des éditions du Monde Libertaire dont Jean a évoqué une publication tout à l'heure. Voilà, parce qu'on les a laissés quand même à l'écart pendant très longtemps. Alors, pour Vie et combat de Margaret Fass Heidegger,
un artiste syndicaliste et féministe suissesse romande en Suisse. Enfin bon. Au début du XXe siècle, on a fait quand même un congrès de la Fédération internationale d'anarchistes à Saint-Imier, c'est en Suisse. Hein. Bon, puis la première a été en Suisse aussi. Il y a des banquiers, mais il y a aussi un esprit libertaire qui souffle sur les montagnes de Suisse. À l'occasion du centenaire de la revue L'Exploité, 1907, ça ne rajeunit pas, nous avons voulu faire paraître un volume consacré à Margaret Fahs-Adegeir pour son engagement féministe qui n'est pas du tout ancré dans la mouvance des suffragettes. Ces suffragettes, je trouve ça vraiment con comme terme. Enfin bon, ça fait... Bon, bref. Margaret est une anarchiste militante syndicaliste engagée prête à ne faire aucune concession à l'État bourgeois, évidemment. Ne pas oublier que nous, les anarchistes, nous sommes au combat contre l'État bourgeois comme celui qui existe actuellement, qui est managé par Pépère. Voilà. Le prix de cette publication, c'est 5 €. Vous pouvez la trouver, évidemment, comme le disait Jean tout à l'heure, à la librairie Publico. Cette librairie Publico que nous soutenons de toute notre petite force avec nos petits muscles, qui en a bien besoin parce qu'elle est vraiment en péril. Alors, je vous rappelle, chers amis auditeurs, au porte-monnaie gonflé de thunes, que la librairie Publico, on peut souscrire à un plan de sauvetage. Vous envoyez le maximum de thunes à la librairie Publico. Voilà, vous y allez, vous voyez Laurent, vous lui refilez un gros tas de blé pour la soutenir, parce qu'elle a vraiment besoin, elle est vraiment dans le rouge. À ce qu'on nous dit, hein, maintenant, il faut savoir ce qui tirait le bon grain de livret comme il se passe dans ces choses-là. Bon, c'est pas trop, mais enfin bon. En tout cas, c'est pas un scoop de vous dire que les petites librairies comme celle de la Fédération anarchiste sont en danger, puisqu'elles sont petites, puisqu'elles sont militantes, puisqu'elles sont associatives, et qu'elles ont besoin du soutien de toutes les bonnes volontés qui doivent d'abord aller à la librairie Publico pour y acheter des livres, et ensuite, comme ça suffit pas, qui se mouille un peu pour lui filer de la thune. Voilà. Vous avez aussi le Monde Libertaire, où vous pouvez trouver à la librairie Publico des formulaires d'abonnement. Vous pouvez trouver aussi un dépôt de presse du Monde Libertaire, du hors-série et du quinzomadaire gratuit. Le Monde Libertaire, le magazine de la Fédération anarchiste, l'hebdomadaire, comme on dit, qui publie des articles de fond, des articles généralistes, avec des plumes extérieures à la Fédération anarchiste, mais qui sont des sympathisants. Voilà, tout ça avec des cartoons qui déménagent. Jean se gave de la bande dessinée de Gros Caca, Gros Gaga, enfin bon, bref. Faut voir Jean quand il... La manière dont... Cro, comme Cronenbourg. Cro, Caga. Ga. Cro, Caga. Essaye encore, essaye. Gros Caga. Voilà, Gros Caga. Non, ça y est, ça se gâte déjà. Gaga de Cagane de caca, quoi. Voilà, bon. La librairie Publico, donc on vous invite à vraiment y aller, à acheter le Monde Libertaire, à vous abonner, parce que vous savez que les journaux, comme le Monde Libertaire, comme la librairie... Enfin, le Monde Libertaire, c'est comme la librairie Publico, c'est un journal militant, anarchiste, c'est un journal qui a besoin de votre soutien, puisque il peut toujours attendre qu'il ait d'autres soutiens que les vôtres. Voilà, et puis Radio Libertaire, cette radio que vous écoutez en ce moment, qui a eu des petits problèmes avec sa porte blindée, que des ouvriers sont en train de refaire en ce moment. Voilà, donc il y a des émissions qui n'ont pas pu émettre cette semaine, vous voudrez bien les en excuser, c'est pas de leur faute, c'est parce que la porte était naze, et elle est en train d'être réparée. Est-ce que c'est une malveillance? Pourquoi pas? Il faut dire qu'on a notre camarade ingénieur du son qui s'en occupe. Non, mais oui, bon, il fait son boulot. C'est un des rares à prendre ça vraiment très au sérieux. Voilà, c'est quelqu'un qui prend son travail en tout cas au sérieux. Pour le reste, c'est pas de notre compétence. Bon. La radio, donc, qui peut émettre, d'abord parce qu'on a une technicienne performante dans la régie, qui n'est pas que technicienne, d'ailleurs, c'est une animatrice aussi de cette émission à Racaille, mais enfin bon. Mais si elle peut travailler d'une manière à peu près sereine dans la régie, c'est parce que le matos, c'est du matos high-tech, qui est entretenu justement par notre ingénieur du son bénévole,
qui consacre son temps, beaucoup de son temps en tout cas, à la maintenance de toute cette mécanique très sophistiquée, donc très fragile, parce que plus c'est sophistiqué, plus c'est fragile. Avant, quand on les mettait avec des trucs à vapeur, ou à pédale comme à Montmartre, quoi, dans une cave sordide, ça fonctionnait, on pouvait réparer ça avec du scotch, avec des bouts de ficelle, mais là c'est pas impossible, quoi, c'est vraiment du matos qui est donc, comme on dit, high-tech, je sais pas trop ce que ça veut dire, de haute technologie, peut-être, voilà. La radio de la Fédération anarchiste qui émet depuis Paris, ouais, centralisme jacobin, oblige, mais aussi sur internet, http://écoutez radiolibertaire.org. Voilà, vous pouvez l'écouter, vous pouvez écouter aussi la retransmission de cette émission. Jean met ça en ligne tous les mardis après-midi, voilà, quand il est en forme en tout cas. Mais il est toujours en forme. À partir d'aujourd'hui, il va faire des étincelles, mais il a son boulot aussi, hein. Bon, il est dans son petit atelier rue Sadi Carnot à Maubagnolet. T'es sur un terrain mouvant là, mon camarade. Fais très attention, hein. Non, je reste, je sais, j'ai des feux rouges qui s'allument dans ma tête. Bon, voilà, vous écoutez donc Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille avec Pic et Coup à la régie. Notre Jean, notre hussard noir à ma gauche. Salut les filles. Sévère, salut les filles. Oui, il aime les filles. Et ma pomme qui aime les filles et les garçons sans distinction. Moi, je marche à où elle a vapeur. Enfin, pas depuis si longtemps que ça. Pas depuis si longtemps que ça. Depuis je suis sénile sur. Salut.